Salutations! J'ai une affection particulière pour les grenouilles, crapauds et autres batraciens. Je les trouve adorables. C'est sûrement parce qu'elles me rappellent les promenades en forêt dans mon enfance, où j'étais émerveillée par la vie qui s'y trouvait. Entre les limaces oranges, les araignées aux toiles hypnotisantes et les oiseaux invisibles dans les cimes trahis par leur chant mélodieux, c'était un véritable ravissement que de tomber sur une mignonne grenouille qui, si j'arrivais à l'attraper, passait obligatoirement par une observation minutieuse, puis délicatement relâchée. Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes. Bon, aujourd'hui, si j'en vois, je les attrape plus, l'histoire d'éviter un stress inutile à ces animaux, mais c'est dur de me retenir quand même. Ah là là, il y en a eu des petites grenouilles traumatisées qui n'ont rien dû comprendre quand cette primate bipède les a attrapées et poussé des sons aigus et inintelligibles. Gamine, j'étais intenable, fallait que j'attrape tout pour les observer de plus près. Quand j'y pense, heureusement que je vivais en France, parce que si j'avais eu la même attitude dans une forêt, au hasard, en Amérique du Sud, l'observation aurait été de courte durée. Ma vie aussi aurait été courte. Parce que vous imaginez bien que si je ne pouvais pas résister à ça, qu'est-ce que j'aurais fait en voyant ça? Ou ça? Ou ça? Elles sont trop belles. Bah oui, sauf que ces animaux-là, ils sont mignons, mais redoutables. C'est le nom de cette nouvelle série d'épisodes. Ces petites merveilles sont des grenouilles de la famille des Dendrobatidés, qui regroupent près de 200 espèces que l'on peut trouver dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Toutes présentent des couleurs chatoyantes, dépassent rarement les 3 cm de long, et toutes sont toxiques. À des niveaux plus ou moins forts selon les espèces, mais quand même. Certaines de ces petites grenouilles font même partie des animaux les plus toxiques au monde. Et c'est pas faute d'avoir prévenu, parce que ce qui fait leur beauté ostentatoire, c'est aussi un signe très clair de leur toxicité. En effet, quand un animal arbore des couleurs très voyantes, c'est souvent le signe d'un certain danger. C'est ce que l'on appelle l'aposématisme. J'en ai déjà parlé par exemple dans l'épisode sur les guêpes, mais je vais vous faire un petit rappel. Du grec apo, repoussé, et séma, signal, l'aposématisme est une stratégie évolutive qui permet à certains organismes d'émettre un signal d'avertissement clair, visuel, sonore ou olfactif quant à sa dangerosité potentielle. Il constitue un moyen de défense face aux prédateurs éventuels qui comprennent le message qu'ils risquent d'avoir de gros problèmes comme la mort par exemple, s'ils venaient à s'approcher d'un petit peu trop près. Ils évitent donc d'attaquer et passent leur chemin. Les dendrobates sont un exemple très souvent pris pour illustrer l'aposématisme, avec leur palette de couleurs vives aussi belle que ces grenouilles sont dangereuses. La plus toxique de toutes est l'espèce Phyllobates terribilis. Bon bah pour une fois la dénomination scientifique est claire, cette grenouille est terriblement dangereuse. En effet, sous cet air innocent se cache en fait un animal dont la peau contient assez de toxines pour tuer une dizaine d'humains. Parmi ces toxines, il y a l'épibatidine, 200 fois plus puissante que la morphine, qui agit sur les récepteurs de l'acétylcholine, un neurotransmetteur important. Et là, je sens qu'on a toutes et tous besoin de réviser un petit peu cette histoire de neurorécepteurs et neurotransmetteurs pour bien comprendre ce qui se passe quand l'épibatidine entre dans la danse. Le cerveau abrite des cellules nerveuses, les neurones. Ces cellules très particulières forment un réseau complexe qui permet le transit des messages nerveux pour que tout fonctionne bien. Le réseau neuronal, c'est un petit peu le centre de commande du corps. Les neurones ont une structure caractéristique avec des ramifications qui partent en arborescence depuis le corps cellulaire, aussi appelé soma. Ces cellules vont agir comme des sortes d'émetteurs-récepteurs. Elles vont recevoir les informations provenant des neurones voisins via les dendrites et vont envoyer des informations via les axones qui sont eux-mêmes en contact avec les dendrites des autres neurones. Cette zone de contact s'appelle le synapse. Ah, j'ai dit que les axones et les dendrites étaient en contact? Pas tout à fait. Entre la dendrite et l'axone, qui présente à son extrémité ce que l'on appelle une terminaison axonique présynaptique, il y a en fait un minuscule espace, la fente synaptique, et sa taille ne fait que quelques nanomètres. Et c'est dans ce minuscule espace, justement, que ce qui nous intéresse se joue. Dans le système nerveux, le signal peut être de nature électrique et ou chimique. Au niveau des synapses, il est le plus souvent transmis par un messager chimique, le neurotransmetteur, qui va faire le voyage entre l'axone et la dendrite. Ce petit messager va alors venir se loger dans le récepteur prévu pour lui. En effet, bon, je grossis le trait, les récepteurs sont plus ou moins spécialisés. Les récepteurs pour la dopamine ne sont pas les mêmes que ceux pour la sérotonine, qui sont eux aussi différents de ceux pour l'acétylcholine, etc. Un petit peu comme si les récepteurs étaient des serrures et les neurotransmetteurs des clés. Une fois que les neurotransmetteurs se fixent à leur récepteur, le message est passé et peut continuer son chemin et déclencher les effets escomptés pour le bon fonctionnement du corps. Sauf que certaines substances qui, elles, ne sont pas des neurotransmetteurs peuvent aussi se fixer sur certains récepteurs. C'est le cas des drogues ou de certaines toxines, appelées alors neurotoxines. Et là, ça y est, on retombe sur nos pattes, on peut retourner à notre sujet. Oui, parce que c'est le cas par exemple de l'épibatidine, une des toxines que présentent les grenouilles dendrobates sur leur peau. Cette substance, comme je le disais plus tôt, agit donc sur les récepteurs de l'acétylcholine. En gros, elle prend sa place. Et vu que l'acétylcholine est le neurotransmetteur qui est entre autres impliqué dans la transmission des messages nerveux aux cellules musculaires, si l'épibatidine prend sa place sur ces récepteurs, alors le message ne peut pas passer. Donc les cellules musculaires ne répondent plus, donc ça mène à une paralysie. Et les muscles, c'est important parce qu'ils nous permettent de marcher, d'attraper des trucs, mais aussi accessoirement de respirer ou de pomper le sang. Donc vous imaginez bien que si ça marche pas, on est mort quoi.
Voilà donc pourquoi ces petites grenouilles sont redoutables et qu'il vaut mieux s'en tenir éloigné. Mais s'il y a bien un animal qui n'a pas d'autre choix que de rester en contact avec toutes ces substances toxiques, ce sont les dendrobates elles-mêmes. Bah oui, elles aussi elles ont un système nerveux, donc l'épibatidine devrait avoir des effets dévastateurs sur elles. Bon, vous vous doutez bien qu'elles restent de marbre, ce serait un petit peu contre-productif que d'avoir un système de défense qui vous tue aussi. Mais comment se fait-il qu'elles se portent parfaitement bien en étant littéralement tartinées des pieds à la tête de substances toxiques ? Eh bien, au fil du temps, leur système nerveux a évolué vers une résistance aux toxines. Le séquençage de l'ADN des grenouilles venimeuses qui ont recours à l'épibatidine a montré que les récepteurs de l'acétylcholine étaient légèrement déformés. Bon, en réalité, c'est une histoire de remplacement d'acide aminé, mais on va faire simple si vous voulez bien. Donc le récepteur est un petit peu différent de sorte à ce que la toxine ne s'y accroche plus, mais la modification est assez subtile pour que l'acétylcholine puisse encore faire son travail. En gros, elles ont changé les serrures, mais juste un tout petit peu pour que la clé épibatidine ne fonctionne plus, mais la clé acétylcholine fonctionne encore parfaitement. Du coup, pas de problème pour ces grenouilles. Bon, là je n'ai parlé que d'une seule toxine, mais vous imaginez bien qu'il n'y a pas que l'épibatidine que l'on trouve sur la peau de ces charmantes petites grenouilles. Chez les dendrobates, c'est plus de 800 substances toxiques qui ont été découvertes et seulement 70 d'entre elles sont vraiment connues. Mais l'épibatidine est de loin la plus étudiée puisqu'elle s'avère intéressante d'un point de vue médical pour sa possible utilisation comme analgésique, donc comme antidouleur, car je vous rappelle que cette substance est 200 fois plus puissante que la morphine. Mais la toxicité de l'épibatidine est tellement forte qu'elle ne peut pas être utilisée telle quelle sur l'humain, les doses thérapeutiques étant très proches des doses létales. Par contre, avec l'étude approfondie de sa structure, on a pu synthétiser des dérivés comme l'ABT 594 ou encore l'épiboxydine, qui sont très efficaces contre les douleurs tout en étant beaucoup moins toxiques. Seulement, il semblerait que ces produits ne soient pas utilisés pour le moment à cause de trop grands effets secondaires. Mais les recherches continuent parce que cette piste est intéressante dans le sens où les substances dérivées de l'épibatidine auraient l'avantage, par exemple, de soulager des douleurs sur lesquelles les opioïdes comme la morphine s'avèrent inefficaces. Bon, si on résume. Les grenouilles qui font partie du genre des Dendrobatidae arborent des couleurs vives, signal clair de leur très forte toxicité, due entre autres à une toxine, l'épibatidine, qui a des effets sur le système nerveux qui peut mener à la mort. Ok, mais d'où vient cette toxicité ? S'il existe des animaux qui produisent leur propre venin, ce n'est semble-t-il pas le cas des grenouilles empoisonnées. Cela reste à confirmer avec des études supplémentaires et il est certain qu'un jour ce mystère sera entièrement résolu, mais l'hypothèse qui semble le mieux tenir quant à l'origine de la toxicité de ces petits batraciens serait qu'ils tiendraient cela de leur alimentation. Leur régime alimentaire étant constitué de divers insectes et autres arthropodes contenant des substances chimiques qui sont alors séquestrées par l'organisme des grenouilles et utilisées pour leur défense. Cette idée est appuyée par le fait que les dendrobates en captivité ne présentent pas une toxicité aussi forte que dans la nature, étant donné que leur alimentation, par la force des choses, n'est pas la même. Si cette hypothèse s'avère juste, reste à comprendre maintenant comment ça fonctionne vraiment dans les détails. Mais là, seul le temps et les découvertes scientifiques qui l'accompagnent nous le diront. Ceci conclut cet épisode, je vous laisse me dire en commentaire combien de fois j'ai dit épibatidine. Sérieux, je pense que j'ai jamais autant répété un mot dans une vidéo. N'oubliez pas le pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne pour plus de bestioles mignonnes, mais redoutables. À bientôt.